Le périnée, c'est tout un ensemble de muscles profonds, plan moyen, superficiel et des directions différentes aussi dans les muscles. Et en général, ils sont ce qu'on appelle pairs. C'est vraiment une construction très complexe et très intéressante en fait. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir ce matin le docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin et professeur de yoga. Vous êtes la spécialiste du périnée en France. On vous appelle même Madame Périnée ou Madame Bonne Posture. C'est comme on veut. Oui, c'est parce que ça va ensemble. Voilà. À noter que vous vous êtes intéressé au périnée avant que ça devienne la mode, c'est peut-être même vous qui l'avez créé, et au yoga avant que ça devienne aussi une mode, et avant que ça devienne quelque chose de commercial. Vous avez découvert le yoga à un moment donné où c'était beaucoup plus exotique, on va dire. Oui, tout à fait. Oui. C'était dans les années 67 quand je suis arrivée à Paris, effectivement. Et le périnée, c'est un petit peu ma thèse. C'était donc en 93, mais j'avais fait un film en 84 sur le périnée. Non, c'était très novateur pour l'époque. Oui, à l'époque, on n'en parlait pas, effectivement. C'est parce qu'un jour, une sage-femme n'était pas là que vous vous êtes intéressé au périnée. C'est le hasard de la vie, en fait. Oui, le hasard de mes accouchements. Sinon, vous seriez resté à France Télécom. Ouais, peut-être, oui. La communication, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une sage-femme qui vous avait planté, qui vous a fait poser des questions. Bon, je raccourcis un petit peu. Oui, mais c'est ça. J'ai accouché toute seule, finalement, deux fois. De votre premier enfant et du deuxième. Et du deuxième, et j'ai compris que ce qu'on nous faisait faire était pas du tout logique. Et c'était deux accouchements qui n'avaient rien à voir, d'ailleurs. Non, le deuxième était un siège. Ouais. Et vous avez accouché toute seule. Voilà. C'est comme ça que vous êtes devenue Madame Faut pas pousser. Ouais, tout à fait. Exactement. Je vois que vous avez bien suivi toute l'histoire. Je maîtrise mon Bernadette de Gasquet. Pas par cœur, mais pas mal. Oui, avec beaucoup de cœur. Ouais, avec beaucoup de plaisir. Ouais. Alors, on va parler du périnée. Vous dites que longtemps, ça ne figurait même pas dans les manuels de médecine. Oui, c'est le grand oublié de l'anatomie, en particulier. Des livres de Monsieur Kapanji, des livres qu'on trouvait même pour les sportifs, Blanc-Nicolas Germain, etc. Il y avait tout sauf le périnée. Pourquoi ? C'était quand même toujours connecté avec la partie honteuse, puisque c'était théoriquement innervé par le nerf honteux. Maintenant, c'est pudendal, c'est mieux, ça veut dire pudeur. Et c'est un peu la partie sale aussi, c'est là où on élimine les déchets. C'est pipi caca. C'est pipi caca et sexe. Alors, voilà, donc... d'une part, c'est pas intéressant, n'est-ce pas ? Et puis, surtout, on n'en parle pas, quoi. Voilà. Périnée, mot masculin qui termine par un E. L'étymologie nous dit quoi ? Il y a plusieurs interprétations. Certains disent que ça viendrait du grec autour du temple, d'un certain temple en tout cas, c'est autour de ce qui permet l'élimination. Voilà. Alors pourquoi c'est un mot masculin qui termine par un E ? Est-ce que vous avez l'explication ? Je ne sais pas, mais c'est un mot transgenre, c'est très bien. C'est tendance. Aujourd'hui, c'est tendance. Voilà. Non, en tout cas, ça s'applique aux deux, que ce soit les hommes ou les femmes. Il y a un périnée. On n'a pas les mêmes problèmes, mais on a tous un périnée. Oui, ça, il faut le dire, mais longtemps les hommes ont cru qu'ils n'en avaient pas. C'est ça. Parce qu'on n'en parlait que pour les femmes, notamment à travers la souvent les hommes le découvrent par la prostate et les femmes par l'accouchement, voilà, c'est-à-dire par les problèmes. On l'a souvent réduit à une sorte de plancher. Vous n'êtes pas trop d'accord avec ça ? Et non, parce que en fait, c'est justement, et ça, c'est l'imagerie médicale qui a pu montrer ça dans les années 90. C'est pas un hamac, c'est pas un plancher, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça devrait être une coupole qui regarde vers le bas et pas dans l'autre sens. Oui, et c'est vrai qu'on employait encore jusqu'à récemment l'expression de hamac. Hamac, c'est ça. Ça, c'est quand c'est un peu effondré. Sinon, normalement, c'est plutôt une voûte qui correspond à d'autres voûtes dans le corps, particulièrement le diaphragme. Très important, le diaphragme. Et oui, notamment dans la respiration. Voilà.
que vous aimez pratiquer. On parle du périnée comme si c'était un seul muscle, et pour vous, c'est un abus de langage. Ah oui, complètement, c'est un peu comme si on disait le dos. Voilà, le dos, c'est plein de muscles dans le dos, le ventre aussi. Le périnée, c'est tout un ensemble de muscles profonds, plan moyen, superficiel, il y a vraiment tout. Et des directions différentes aussi dans les muscles. Et en général, ils sont ce qu'on appelle paires, c'est-à-dire qu'il y a droite et gauche, sauf un qui s'appelle le transverse, qui est en travers. C'est vraiment une construction très complexe et très intéressante, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un organe complexe, en fait. Oui, tout à fait, avec des fonctions différentes. Alors, ouais, on va voir les fonctions, mais dans cet ensemble de muscles, il y en a un particulièrement important, c'est le muscle puborectal. Shkoun. Donc, le muscle, pourquoi il est important ? D'abord parce que c'est celui qu'on peut bouger volontairement, et c'est celui que tout le monde connaît. Tout le monde est obligé de connaître, d'avoir utilisé son puborectal. Si ça se trouve, on le connaît sans savoir que c'est un muscle puborectal, Bernadette. Tout à fait. Ouais. Mais tout le monde a eu forcément un jour l'occasion de vivre. J'ai envie de faire pipi, d'aller à la selle, à gaz, mais c'est pas le moment, il faut que je me retienne. Tout le monde a connu ça. Et comment je fais pour me retenir ? Je suis obligée d'intervenir. Normalement, mes sphincters, ils sont fermés tout le temps. Mais là, il y a un truc qui veut sortir, je dois intervenir, et donc je contracte ce fameux puborectal, même si je ne sais pas que j'en ai un et où il est, mais tout le monde va essayer. Alors on va un peu mélanger des tas de choses, on va serrer les fesses, on va faire tout un tas de choses peut-être, mais on va se retenir. C'est le muscle de la retenue. D'accord, donc voilà, on a appris quelque chose ce matin, c'est le muscle puborectal. Quelle est la bonne façon finalement de le... Alors c'est contracté, vous êtes d'accord avec ça ? Pardon ? Il faut le contracter ou c'est pas ça qu'il faut faire ? Alors, pour se retenir sur un besoin immédiat, là, oui. Je vous ai dit serrer les fesses, donc... Alors, souvent, on va rajouter d'autres choses. Si c'est plutôt un gaz ou des selles, on va plutôt serrer les fesses. Si c'est plutôt envie de pipi, on va plutôt serrer les genoux. Mais, et ça, on le sait à 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas... Les enfants le font spontanément. Pour essayer de se retenir et de gagner 5 minutes de plus pour jouer. Bon, parce qu'ils s'en fichent de se retenir, mais ils ont envie de faire autre chose. Donc, oui, pour aider les sphincters sur une urgence, je vais retenir activement mon périnée. Je peux le faire aussi parce que j'ai envie de jouer avec mon périnée, de ressentir dans les rapports sexuels, etc. Mais en général... Une de ses autres fonctions. Voilà, mais en général, le périnée, les sphincters sont fermés et je m'en occupe pas toute la journée quand même. Voilà. Quand ça fonctionne bien. Oui. Comme toujours. Et voilà. Oui, parce que c'est un organe les sphincters sont des organes qui vieillissent. Alors, le vieillissement est totalement physiologique, comme les yeux, les oreilles. On dit, les mesures, c'est que quand on a 20 ans, c'est 110 mm de mercure de pression qu'on supporte, moins l'âge. Donc, à 20 ans, 90, et à 90 ans, il n'y a plus que 20. Donc, il va falloir en rajouter du volontaire un peu pour aider les sphincters. Et là, ça se muscle. Et oui, cette partie-là, en tout cas le puborectal, qui est un muscle qui bouge, on peut contracter un peu comme un biceps, ou activement, volontairement, et on peut le muscler. Mais on va s'en servir volontairement à certains moments. On ne va pas rester tout le temps en train de contracter son biceps ou son périnée. C'est pas normal. Voilà. Donc on muscle, mais il faut surtout arrêter de pousser dessus, quoi. Ça, c'est le message. Oui. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on va à la selle, par exemple, la logique voudrait qu'on n'ait pas à pousser. Tout à fait. Si on y va au bon moment, qu'on n'est pas constipé, que les selles sont normales, la nature a prévu que, ça se vide. Parfois, il y a des pathologies, on a des selles liquides, c'est pas normal, on a la diarrhée, là, il faudra faire un effort pour arriver aux toilettes, avant que ça sorte, et puis d'autres fois, on s'est laissé piéger, on a des selles trop dures, on est constipé, mais il faudrait éviter de pousser, en défonçant tout, de pousser vers le bas. Mais alors, vous voulez pousser vers où si vous ne poussez pas vers le bas ? Il faut serrer le ventre et il faut qu'on puisse
expirer, donc ne pas tout défoncer. Non, mais vous le savez, parce que Oui, vous avez réfléchi sur le sujet, mais encore une fois, c'est pas intuitif. Non, on a tendance à pousser, bloquer, pousser vers le bas. On veut que ça sorte, voilà. Mais qu'est-ce qui sort ? Il faudrait qu'il n'y ait que les selles qui sortent, ou que le bébé pour l'accouchement, mais pas les intestins avec les selles et pas l'utérus avec le bébé. Donc, pour tout le monde, le bon geste, c'est de se redresser, de pousser vers le haut le diaphragme, de souffler vers le haut et serrer le ventre. Mais comment vous poussez vers le haut ? On expire, donc on serre le ventre et on souffle, mais on souffle pas en descendant les épaules, mais en poussant vers le haut. Alors, une des manières, c'est de pousser les bras en l'air, pousser les bras vers le haut, ça pousse vers le haut, automatiquement. On souffle et ça pousse vers le haut. Et alors ça, c'est un conseil que vous donnez, vous dites, périnée, c'est expirer. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. On part du bas, et ça c'est pour se retenir. Quand je dis périnée, ça veut dire serrer, c'est pour se retenir. Mais ça ne se fait pas forcément tout seul. Donc si je ne lui demande pas de se serrer, il ne se serre pas. Et je peux utiliser les abdos pour faire de la pression et faire sortir ce qui doit sortir. Alors c'est un conseil que vous donnez, c'est d'abord on rééduque les abdos et après le périnée. Et pas l'inverse. Voilà, et pas renforcer, parce que ce périnée, il faut qu'il permette que ça sorte aussi. Il ne faut pas juste retenir, il faut que ça sorte. C'est très contradictoire. Mais dans votre génération, qui est la génération du tout périnée, on renforçait. C'est ça, au début, pipi stop, et il faut absolument renforcer. Ça, c'est les messages qui sont passés pendant des années, Bernadette Oui, c'est encore un peu là. C'est encore un peu là, tout ira mieux, y compris la sexualité. Si on serre, on verrouille. C'est pas ça. Voilà, on parle du périnée, ça tombe bien, Madame Périnée est avec nous aujourd'hui, Bernadette de Gasquet. Je rappelle que vous publiez ce que le périnée dit de votre vécu, constipation, accouchement, abdos, abus sexuels, chez Albin Michel. On le voit au cours des années, les messages qu'on passe peuvent évoluer en fait. Et notamment, c'est le cas du périnée. C'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est une question de mode, mais finalement, les messages évoluent. Oui, alors déjà, on en parle beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Quand j'ai commencé les premiers livres que j'ai publiés, Abdos, ça parlait forcément de périnée, c'était en 2003, voilà, et j'ai aussi publié sur l'abus sexuel en 2003. Bon, donc, à l'époque, c'était encore trop tôt, mais maintenant, effectivement, et aussi dans le domaine du sport, ça commence à s'intégrer le périnée pour la performance, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on en parle plus, mais pas forcément mieux. Oui, mais par exemple, vous avez été une des premières à alerter sur les fuites urinaires qui sont consécutives d'un entraînement sportif de haut niveau. C'est ça, oui, des pressions abdominales et des poussées mal dirigées. Voilà. Donc effectivement, c'est un grand combat depuis très longtemps et qui n'est pas encore... voilà. Mais c'est vrai que quand vous êtes en pleine compétition et que vous êtes en pleine... que vous êtes encore en train de faire des performances, vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas qu'un jour vous aurez 40 ans. Oui, mais les fuites sur les sportifs, c'est beaucoup plus tôt. C'est très très tôt. Les sportives en particulier sont... les grandes sportives, c'est 60% avant d'avoir eu un premier bébé. Alors, dans votre livre, vous expliquez un petit peu le rôle du périnée sur ce qu'on appelle la continence. Il y a plusieurs niveaux de continence. Oui, il y a la continence de base qui est automatique, qui est faite par les sphincters. Il y a la continence d'urgence, c'est vraiment, il faut arriver aux toilettes. La continence sociale, c'est pas le moment, il faut que je me retienne. Bon. Et puis il y a surtout beaucoup d'incontinences différentes, pour des raisons différentes. Si vous avez une infection urinaire, vous avez besoin d'aller aux toilettes tout le temps, c'est pathologique évidemment, mais voilà, il y a plusieurs niveaux d'incontinence, d'effort, de stress, etc. Comment est-ce qu'on peut bien sentir son périnée ? Vous dites que les hommes ont plus de facilité, par exemple, à le sentir que les femmes. Oui, parce que chez l'homme, beaucoup de choses sont à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a les testicules,
qui sont à l'extérieur. C'est pas équivalent, mais pour nous, tout est à l'intérieur. Les ovaires sont à l'intérieur, par exemple, l'utérus, etc. Bon, la vessie, elle est à l'intérieur chez les deux, mais l'urètre, chez l'homme, l'urètre est à l'extérieur, tandis que nous, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est à l'intérieur. Donc, quand un homme contracte son périnée, il va sentir bouger la verge et les testicules. Nous, on va pas sentir grand-chose, sauf que ça remonte, si tout se passe bien, entre les os du bassin sur lequel on est assis. C'est entre les os du bassin, ça remonte un peu, mais c'est plus difficile à sentir. Alors, la miction et la défécation, expliquez-vous, ne sollicitent pas le même périnée? C'est le périnée antérieur ou postérieur, voilà, donc effectivement, c'est pas les mêmes sphincters, et ça devrait pas être en même temps, surtout. On ne devrait pas faire pipi caca en même temps, sauf le jour où on est malade, évidemment. C'est séquencé. D'abord, on vide la vessie, puis ensuite, éventuellement, le rectum. Et chez l'homme, souvent, ce n'est pas la même position. La femme, c'est la même, mais chez l'homme, on peut uriner debout. Pas tout. Enfin, on peut. Physiologiquement, on peut. L'homme peut uriner debout, prévu pour. Mais la femme, c'est plus compliqué. Alors, vous expliquez que la miction devrait se faire à mi-remplissage. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre qu'on ait la vessie pleine pour aller faire pipi? Enfin, disons, il y a un niveau où on peut vider très facilement la vessie. En tout cas, il faut pas vouloir. Récemment, justement, j'ai une journaliste qui me dit moi je me retiens le plus possible parce que je pense que ça force mon périnée à se muscler, d'avoir beaucoup de poids dessus. Je dis, ça va un peu l'épuiser peut-être, puis la vessie elle va plus avoir un volume normal de repérage pour se vider. Donc voilà, on a des besoins progressifs et il y a un moment où il vaut mieux quand même vider. Il ne faut pas attendre de dépasser le volume maximum de la vessie. Parce qu'après, ça peut remonter vers le rein. Donc, il y a des processus réflexes qui protègent le rein. Tu ne veux pas vider, mais moi, je vais vider. Et puis, voilà, puis on ne peut plus retenir. Donc, il ne faut pas se retenir jusqu'à la dernière minute. Non, c'est quand même pas souhaitable, c'est exceptionnel. Et pour les hommes, on disait finalement que, au contraire, il fallait se retenir parce que c'était bon pour la prostate. De se retenir ? Ouais. Bon, il fallait pas y aller trop fréquemment, en fait. Il faut pas non plus, vider tout le temps, parce que on supportera de moins en moins. Le volume de la vessie va se réduire et on supportera de moins en moins. Et donc, si déjà on la vide pas bien d'habitude avec la prostate, effectivement, ça peut devenir critique. Mais il faut pas se retenir au-delà d'un certain volume quand même. Alors, on parlait des fuites urinaires tout à l'heure, beaucoup popularisées par les publicités. Et oui. Donc là, il y a un marché. Elles sont sorties quand même de sous les radars. Déjà, de quoi les fuites urinaires sont-elles le symptôme et comment est-ce qu'on peut les rééduquer si c'est possible? Alors, les fuites les plus fréquentes qu'on appelle l'incontinence d'effort, c'est-à-dire sur un effort de poussée, de saut, de cri, les abdos se contractent violemment, ça appuie sur la vessie, c'est une poche souple, rempli de liquide avec le bouchon en bas, donc il faut un bon bouchon. Donc si cet effort qui appuie sur la vessie peut faire sortir de l'urine si l'urètre, c'est-à-dire le conduit, le sphincter est descendu. C'est le signe d'un petit... il s'est déplacé en fait. Voilà. Et c'est le signe d'une certaine descente d'organes, la descente de l'urètre. Et il n'y a pas de muscle juste en dessous de la vessie, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas dire qu'en serrant juste le muscle de la retenue, on va repositionner l'urètre. Donc, c'est la fuite la plus fréquente. Et celle-là, c'est difficile parce que, une fois que c'est descendu, on ne sait pas remonter en permanence. On sait activement remonter un instant, mais pas en permanence. Après, il y a d'autres fuites qui viennent de la vessie, une vessie qui est irritable, un peu comme les gens qui ont des crampes partout. Bon, ça se traite par des médicaments, mais c'est pas le plus fréquent. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de rééducation.
déjà, il faudrait une éducation, mais une éducation à ne pas pousser et à éviter de pousser vers le bas pour faire descendre. Donc ça revient toujours à globaliser, c'est-à-dire la respiration, et la respiration dépend de la posture. Si je suis pliée en deux, je ne peux pas remonter. C'est impossible que je remonte mon diaphragme et mon périnée si je suis en train de faire un crunch. Ouais. Alors l'accouchement, ça peut être un problème aussi. Et oui, parce que souvent, on a tendance à pousser vers le bas, pas seulement le bébé, mais l'utérus, la vessie, l'intestin, à un moment où tout est relâché par les hormones, parce que c'est prévu que ça relâche pour que le bébé puisse sortir, mais il ne faudrait pas pousser vers le bas, encore une fois. Donc, je sais que ça surprend, mais quand on regarde l'histoire de l'obstétrique, on voit beaucoup de femmes qui accouchent en suspension, accroupies, suspendues. Donc, elles ont bien les bras en l'air, elles sont suspendues. Il n'y a pas tout qui descend, il n'y a que le bébé. Et ça, c'est compliqué. Sur une table d'accouchement, c'est très compliqué. Est-ce que les mentalités ont évolué là-dessus, sur ce sujet-là ? Je pense que oui, dans la tête, mais pas dans les faits. Et puis, il y a aussi l'épisiotomie. Ça, c'était quelque chose on a cru qu'en ouvrant artificiellement, par les ciseaux, l'espace autour du vagin, à la sortie, on allait éviter de pousser et on allait éviter les problèmes. En fait, il s'avère que c'est pas efficace. Bon, donc maintenant on n'en fait plus, mais pour autant, parfois ça déchire quand même, ou parfois ça résiste tellement que ça oblige à pousser très fort. Et c'est la poussée qui est délétère. Hein. Voilà. C'est le message, vous avez bien compris. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un périnée tonique ? Alors, tonique, c'est bien. Hypertonique, c'est pas bien. Un peu comme tout. C'est hypertonique, ça veut dire rétracté, qui ne peut plus s'étirer. En général, c'est pas le muscle qui est en cause, ce sont les insertions. Parce qu'un muscle, il faut bien qu'il s'accroche quelque part. Et donc, si les insertions sont très rapprochées, le muscle est court entre les deux. Il ne peut plus se contracter, il est déjà court. Et il n'a plus d'élasticité. Donc l'hypertonie, ça veut dire que ce n'est plus élastique. Donc c'est pas efficace. Un muscle qui n'est pas élastique, il n'est pas efficace. Donc finalement, l'injonction à avoir un périnée tonique n'est plus d'actualité en fait. Un périnée élastique, voilà. Il faut un périnée élastique, pas un périnée dur, mais pas un périnée mou non plus. Comment est-ce qu'on peut faire des examens pour savoir justement dans quel état est son périnée ? C'est ça. Alors, donc, il faut voir quelqu'un qui peut être une sage-femme, un kiné, un médecin, qui teste éventuellement l'étirement, la résistance, soit avec les doigts, soit avec des électrodes, parce que comme on peut tester un biceps, un quadriceps, la partie musculaire peut se tester comme ça, mesurer l'amplitude du mouvement du périnée. L'examen périnéal. Voilà, et le bilan périnéal, parce que je trouve que dans notre quotidien, on s'en sert tout le temps, mais si on veut faire du sport, on va avoir un examen médical peut-être pour le cœur, pour la respi, mais on ne s'occupe pas du périnée. Et le sport, c'est souvent vertical, debout, donc avec un périnée qui encaisse tout. Et on ne regarde pas comment il fonctionne avant de se lancer dans des sports qui vont pousser dessus. Alors par exemple, quels sont les sports les plus... Tout ce qui est impact, sport à impact, donc la course. La course à pied, le saut, le tennis, le squash, enfin tout ce qui va être sur les pieds et qui va faire des poussées vers le bas, les impacts. Donc dans ces cas-là, vous conseillez de faire un bilan ? Je pense que c'est important quand même de prévenir et de voir si on est fait pour ce genre de sport ou pas, ou s'il vaudrait mieux qu'on fasse des choses qui allègent le périnée, et qui permettent de le soulager. Plus douce en fait. Plus douce et moins verticale. Et on parle du périnée ce matin avec mon invitée Bernadette de Gasquet. Je rappelle que vous avez développé un yoga prénatal. Oui. À partir de quel moment de la grossesse on peut pratiquer ce yoga ?
On pourrait dire dès le départ, mais évidemment, beaucoup de femmes commencent à se préparer, enfin, à travailler spécifiquement à partir du 2e, 3e trimestre. Hein. Celles qui font toujours du yoga, elles continuent. Mais il y en a beaucoup qui vont se mettre au yoga à l'occasion de la maternité parce que justement, elles veulent faire quelque chose qui prépare leur corps, qui protège leur bébé aussi. Donc et souvent, celles qui faisaient des sports un peu violents, elles sont obligées d'arrêter et donc elles se tournent vers quelque chose qui reste physique, qui reste corporel, mais plus adapté. Qu'est-ce qui se passe au niveau du périnée pendant la grossesse ? Déjà, les hormones vont faire qu'il va être plus souple, donc plus fragile aussi. Et le bassin, surtout, va bouger, les insertions, le bassin va s'élargir. Et il faut que le bassin bouge pendant l'accouchement. Pour moi, c'est un peu comme des sas quand on va prendre l'avion. La première porte s'ouvre, il faut qu'elle se ferme pour que la deuxième s'ouvre, puis, etc. Donc, il faut que ce bassin bouge. Et dans le bassin, il y a tous les muscles du périnée qui n'ont jamais bougé autant avant le premier bébé. Et donc, ils résistent un peu. Et c'est important de les habituer un petit peu à des positions différentes du bassin pour que le périnée puisse se bouger dans toutes les directions, en fait. Pas seulement juste se retenir et relâcher, mais pouvoir ouvrir, pouvoir latéralement sur les côtés en fonction de la position des jambes, etc. Et puis après, vous proposez un yoga post-natal. Donc dans ces cas-là, en quoi ça consiste ? C'est aussi ne pas se précipiter sur des sports violents alors que le corps n'est pas encore en état de les faire. Il y a un temps physiologique pour le post-natal et remettre les choses en place, refermer, voilà, et protéger encore une fois des pressions parce que on est beaucoup debout, le bébé dans les bras et qu'on n'a pas encore les abdos pour tenir, etc. Donc c'est une attention particulière sur ce temps après bébé avant de reprendre la vie normale et des sports plus violents. Quel est l'enjeu après l'accouchement ? Beaucoup de femmes souffrent effectivement d'incontinence et de risque de descente d'organes qui commencent avec l'accouchement peut-être, ou la grossesse même, et qui ça ne remonte pas tout seul, et ça ne fait que s'aggraver avec le temps, surtout si on met des pressions là-dessus. Donc il faut vraiment essayer de savoir où on en est, et d'abord s'occuper du périnée avant de... Ça se fait en même temps pour moi. Oui, d'accord, mais ce qui voudrait dire qu'il faudrait s'occuper de l'état de son périnée avant la grossesse, en fait, finalement. Et oui, savoir un petit peu s'il est plutôt trop rigide, ce qui est souvent le cas sur des femmes qui ont des bébés plus tard dans leur vie, donc elles ont fait plus de sport, elles ont des tissus qui ont vieilli un peu, donc c'est bien de faire un petit bilan périnéal avant l'accouchement. Puis il y a des périnées qui sont asymétriques par exemple, et donc les postures seraient à adapter parce qu'il est trop raide d'un côté à cause de sport asymétrique par exemple, ou d'un bassin qui est tordu un peu parce qu'on croise les jambes toujours du même côté, des choses comme ça. Alors un périnée, ça se rééduque à n'importe quel âge ? Oui, comme c'est un ensemble de muscles, donc on peut travailler ses muscles, mais évidemment, comme tout, à 90 ans, pour avoir les mêmes quadriceps qu'à 20 ans, c'est difficile. Il faudra travailler beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de matériel maintenant ? Il y a même des rééducations connectées. Alors. Oui, alors pour moi, ça peut être des choses qui viennent après. Il faut être sûr déjà de ce qu'on fait. Est-ce que je serre le périnée ou les fesses, le ventre, les cuisses ? Auquel cas, je mets de la pression et j'enregistre qu'il y a de la pression, mais je ne sais pas ce que c'est, cette pression. Donc, d'abord, vraiment avoir une rééducation avec quelqu'un qui sait et qui contrôle, et après, peut-être, prendre des gadgets pour s'amuser. Pourquoi pas, mais c'est pas indispensable. Et c'est pas ça qui va vous apprendre le périnée.
Qu'est-ce qui apprend le périnée ? C'est justement un contrôle. Alors, on peut faire un autocontrôle, mais pour la femme, c'est à l'intérieur, c'est plus difficile. Et puis, la femme ordinaire, entre guillemets, qui n'est pas une professionnelle, elle n'a pas tellement de raison d'avoir des références du périnée de la copine. Donc, quand je dis de la copine, ça veut dire pas sa copine, mais voilà. Donc, c'est difficile de savoir il est comment mon périnée, j'ai pas de référence. Donc, c'est bien de voir un professionnel qui sait un petit peu dire, voilà, c'est normal, c'est un peu faible, c'est un peu tendu. Et après, on peut passer à un travail dont le gadget, la sonde va dire, comme le thermomètre, oui, tu as de la température aujourd'hui, mais c'est pas le thermomètre qui va. Il va pas guérir. Hein. Il va vous dire s'il y a de la fièvre ou il y en a plus. Cette rééducation, elle est obligatoire ? Alors, ou facultative ? Parce que elle a été longtemps négligée, cette rééducation. Négligée, ensuite elle a été jamais obligatoire, mais très systématisée pendant des années. Puis on a dit finalement, on n'est pas sûr que ça soit efficace, donc aujourd'hui il faut un peu la réclamer. On redevient... si on pouvait s'en passer, ça coûterait moins cher à la Sécu. À la Sécu, oui, voilà, c'est ça. Donc il faut un peu la réclamer. Mais je trouve que c'est dommage, puisque, en tout cas, l'éducation éviterait des coûts plus tard certainement plus conséquents. Mais il n'y a pas d'éducation. Vous parliez tout à l'heure de l'exercice du stop pipi. Oui, ça a été... qui a été la panacée de quelques générations. Et puis qui aujourd'hui est le diable, mais pour moi c'est faux aussi, c'est-à-dire que c'est le thermomètre. Le pipi stop nous dit, et ça coûte rien, ton impression que là en ce moment tu es un peu ramollo, elle est vérifiée. Et puis l'impression que ça va super bien aujourd'hui, elle est vérifiée ou pas, c'est le thermomètre. Mais il ne faut pas prendre son thermomètre tout le temps, ça n'a pas de sens. Donc, le pipi stop n'est pas le diable, mais il faut s'en servir juste comme un repère d'une sensation. Alors, la rééducation du périnée permet-elle d'avoir une sexualité plus épanouie ? Alors, oui, sur le plan, oui, je m'occupe de mon périnée, je le connais, j'essaie de savoir mieux, entre guillemets, m'en servir, et ça se fait à deux, je veux dire, le partenaire aussi peut jouer sur son périnée, en particulier pour retarder l'éjaculation, etc. En ce sens, évidemment, c'est la zone concernée, mais l'erreur, c'est de penser que si le périnée est très très fort, très très dur, tout ira bien. Oui, mais quel périnée ? Donc l'entrée du vagin, le pubis rectal, si l'entrée est trop fermée, de temps en temps, ça va poser des problèmes au partenaire. Et c'est pas là que ça se passe. L'orgasme, c'est pas du pipi stop. C'est beaucoup plus profond. Alors, dans votre livre, vous localisez précisément le point G. Oui, parce que... Alors, il existe le point G ? Mais oui. Je crois que c'était un point P, moi. Il a été mis en évidence de façon très scientifique par une radiologue, entre autres, peut-être par d'autres, mais elle, en tant que radiologue, a pu le voir en faisant des IRM du bassin. Mais pour ça, il faut un produit de contraste particulier. Il faut un gel particulier. On ne le voyait pas avant. Donc maintenant, on peut le voir. Voilà, on peut le voir. Et en fait, il est chez toutes les femmes, mais il n'est pas toujours conscientisé ou visualisé. Il se situe où alors ? Dans la paroi antérieure du vagin, là aussi où il y a toutes les branches du clitoris, en fait. Et il y a un point particulier qui va activer une réponse orgasmique. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. C'est intéressant de savoir où c'est. Oui. Il y a des flèches dans votre livre. Mais malheureusement, c'est pas aussi. On appuie sur le bouton et c'est garanti. C'est pas aussi simple que ça quand même. Mais il y a une partie physique quand même, comme chez l'homme. Il y a quand même une partie physique, on peut pas trop s'en passer de la mécanique. Est-ce que l'endométriose, dont on parle beaucoup aujourd'hui, a un impact sur le périnée ? Alors,
L'endométriose, on sait aujourd'hui qu'elle peut être un peu localisée partout, évidemment dans l'abdomen beaucoup, mais aussi dans les poumons, dans le cerveau, un peu partout, et qu'elle est source de beaucoup de douleurs. Voilà, donc c'est pas encore très établi, hein, le rapport direct avec, en tout cas avec le périnée, mais de plus en plus. On ne sait pas si c'est une zone qui est concernée. La zone vaginale, pas forcément, non. C'est pas très clair pour le moment. C'est plus la partie intra-abdominale qui est connue avec toutes les douleurs au moment des règles, etc. Quelle est la fonction la plus insoupçonnée du périnée ? Peut-être, enfin, insoupçonnée. C'est une fonction de soutien des viscères, ce côté coupole. Hein, c'est pas un entonnoir, c'est un amortisseur de pression. Et puis, peut-être, c'est pas insoupçonné, mais enfin, pour certaines personnes pas identifiées, c'est la zone, effectivement, du plaisir et de l'orgasme. Depuis plus de 30 ans que vous vous intéressez et que vous médiatisez le périnée, est-ce que vous avez l'impression que finalement il est mieux compris ou pas du tout ? Si, quand même, parce que voilà, le seul fait d'en avoir, qu'on en ait parlé de plus en plus, qu'on connaisse les problèmes et que voilà, on fasse des examens, qu'on puisse identifier des problématiques. Malgré tout, on a progressé. Mais par rapport à d'autres progrès de la médecine, je trouve que c'est un peu lent quand même. Oui. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est du domaine de l'intime, c'est du domaine de... non, il y a toujours un peu... est-ce qu'elle n'a pas un problème, celle-là, dans sa tête ou dans son vécu ? Donc en particulier l'abus sexuel, qui est quelque chose... Alors ça s'inscrit dans la mémoire. Voilà, et aujourd'hui on en parle plus, mais jusqu'à présent, vous ne voulez surtout pas en parler, surtout pas. Bon, et la suite est dans votre livre, ce que le périnée dit de votre vécu, aux éditions Albin Michel. Montrez votre livre à la caméra puisque l'émission est enregistrée. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Bernadette de Gasquet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.